Bien, eh bien, bonjour à tous et merci de vous être connectés pour participer à ce webinaire organisé par la plateforme française pour la mobilisation des ressources intérieures publiques. Mon nom est Anne-Marie Jourgeon, je suis co-responsable du programme Fiscalité à la FERDI et je vais modérer ce webinaire. Celui-ci a pour thème les impacts socio-économiques de la fiscalité indirecte dans l'objectif de mieux l'utiliser en matière de politique fiscale, c'est-à-dire en ayant des objectifs qui ne soient pas seulement celui de mobiliser des recettes. Alors, comme pour les webinaires précédents organisés par la MRIP, une note introductive rédigée par la FERDI sera présentée par Cheikh Camara, qui est doctorant au CERDI, et elle sera suivie de plusieurs interventions. La première intervention sera sur la fiscalité indirecte en général. Les suivantes se concentreront sur deux catégories de taxes, les droits d'assises sur les produits dont la consommation est supposée dangereuse pour le consommateur et la société, par exemple l'alcool, le tabac, les boissons sucrées et la TVA. Les taxes dites environnementales ne seront pas abordées non plus les droits de douane, puisque c'est plutôt un instrument de politique commerciale plutôt qu'un instrument de politique fiscale. Voilà. Les intervenants aujourd'hui seront John Gelena et JDN Fellow sur la politique fiscale et le développement. On traitera de l'incidence des impôts indirects sur l'inégalité et la pauvreté. Le second intervenant sera Mario Mansour, qui est chef de division de politique fiscale au département des finances publiques du Fonds monétaire international. Le troisième, et qui parlera des droits d'accise dans la lutte contre l'obésité. Le troisième intervenant, qui j'espère réussira à se connecter et à nous rejoindre, est Luther Massala, directeur de l'harmonisation fiscale et comptable à la commission de la CEMAC. Et enfin, en quatrième intervenant, Émilie Caldera, qui est maître de conférence au CERDI, nous parlera des exonérations de TVA et de leur impact sur l'équité. Voilà, après ces interventions, après chacune de ces interventions, on prendra une ou deux questions à laquelle on essaiera de répondre. Et puis, enfin, à la fin des quatre communications, on ouvrira aussi une session de questions-réponses de manière à pouvoir aborder éventuellement des thèmes plus transversaux. Voilà. Cheikh, vous avez la parole pour nous faire une brève introduction sur le thème de ce webinaire. Cheikh, c'est à vous. Merci. Donc, bonjour à tous. Merci de me faire l'honneur de me permettre d'introduire ce webinaire sur les effets indirects, sur les effets économiques, pardon, de la fiscalité indirecte. Donc, mon propos liminaire va se concentrer uniquement sur la TVA et les droits d'assises. Donc, la TVA, comme on le sait, est un outil performant de mobilisation de recettes fiscales et constitue l'un des vecteurs principaux de ce qu'on appelle la transition fiscale de première génération. Dès lors qu'elle fonctionne correctement, la TVA ne modifie pas la structure des prix et n'affecte donc pas l'efficience productive des entreprises. En effet, elle est neutre pour les entreprises et permet même de lutter contre le secteur informel. Cependant, les exonérations de TVA peuvent miner la compétitivité des entreprises locales, en particulier dans les pays africains, et parfois même, la TVA peut avoir même des effets qui s'apparentent à ceux des droits de douane. La TVA aussi, bien qu'étant considérée comme une taxe régressive, épargne en réalité les consommateurs les plus pauvres en Afrique subsaharienne, notamment parce que les ménages les plus pauvres dans ces pays-là autoconsomment et sont donc de facto exclus du champ d'application de la TVA, ce qui tend à réduire le caractère régressif. Dans le même temps, la TVA est un outil efficace de mobilisation de ressources intérieures si elle est bien administrée. Son potentiel reste dépendant des performances des administrations fiscales, notamment en ce qui concerne le bon remboursement des crédits de TVA qui peuvent affecter sinon la neutralité de la TVA, provoquer des distorsions et mettre en péril le système même de TVA ou son efficacité. Les droits d'assises, en ce qui les concerne, constituent un outil efficace pour la modification des comportements, et c'est d'ailleurs la justification principale de leur existence. Ils ont aussi un potentiel sous-exploité en termes de mobilisation de recettes. Ils permettent notamment d'internaliser les externalités
et de compenser le manque d'informations sur les produits consommés. La nature des droits d'assises joue un rôle important dans les effets qu'ils auront. On a grosso modo les taxes spécifiques et les taxes ad valorem. Les taxes spécifiques sont efficaces pour modifier les comportements, quand les taxes ad valorem, elles, sont plus efficaces pour la mobilisation de ressources publiques. Pour ce qui concerne les droits d'assises sur le tabac et l'alcool, par exemple, le potentiel reste encore très sous-exploité en Afrique subsaharienne, où elle représente environ 40,7% du prix des biens au détail, ce qui en fait l'un des taux les plus faibles au monde. On a aussi l'apparition de nouvelles taxes comportementales sur les produits transformés et les boissons sucrées, dont le but est de lutter contre l'obésité. En plus d'être un outil de mobilisation efficace, les SINS tax, donc les droits d'assises sur les produits considérés comme néfastes à la santé, peuvent s'avérer progressives et équitables selon la théorie économique, en dissuadant les ménages à faible revenu de consommer ces biens-là. Cependant, les droits d'assises en général peuvent conduire les consommateurs à se tourner vers des produits de substitution et parfois induire une hausse de la contrebande, ce qui peut provoquer des problèmes de santé publique. Les droits d'assises sur les boissons sucrées ont des effets ambigus sur la croissance et l'emploi dans les pays africains, notamment les pays producteurs de sucre. Et elles entraînent aussi des complexités pour l'administration fiscale dans leur gestion. Elles exigent donc un renforcement des capacités de ces administrations-là et aussi une vraie volonté des décideurs politiques à s'opposer au lobby. Donc, je vous remercie pour votre attention et je rends la parole à Madame Gourgeon pour la suite. Merci beaucoup, Cheikh, pour avoir fait un rapide tour d'horizon des principales questions qui se posent en matière de fiscalité, d'effets, d'impact socio-économique de la fiscalité indirecte. On va maintenant écouter John qui va, lui, reprendre aussi cet aspect un peu général de l'impact de la fiscalité indirecte sur l'équité. John, vous avez la parole. Thank you. To everyone who's gathered here today, thanks for allowing me a few moments to speak about the socioeconomic impact of indirect taxes. The information that I'll present is largely drawn from the Commitment to Equity Institute archives of country case studies, country case studies, fiscal incidence analyses. Now I can't find the, there we go. The presentation to share, but now I found it. The information that I present is largely drawn from the CEQ Institute, the Commitment to Equity Institute archives. I was formerly Deputy Director at the CEQ Institute, but now have partnered with GDN, the Global Development Network, to continue doing fiscal incidence analyses and CEQ assessments in primarily in developing countries, and with the help of agencies like AFD, GIZ, the German Technical Development Corporation, the World Bank, OECD, et cetera, et cetera. The, I guess, importance of indirect taxes in in developing countries' fiscal frameworks can't be overstated or shouldn't be understated. Most of the developing countries for which a CEQ assessment or fiscal incidence analysis exists show that most countries for which this fiscal incidence analysis exists demonstrate sort of reliance or proclivity for using indirect taxes to replenish the revenue base year after year. And the difference between, or one of the salient differences between indirect taxes like VAT or excise taxes or customs duties and direct taxes like, for example, income taxes or property taxes, is that by and large, and from what we can tell, given all of the micro data that we've assembled for these fiscal incidence analyses, there's no one who is, there's no one single individual or household, no matter how remote or how non-market based their consumption is, there's no one individual or household who can completely avoid the impact of at least one of the indirect taxes that's usually in or part of the fiscal program in countries year in and year out. So indirect taxes are popular and seem to be increasingly popular the world over as the years go by. So in 60 country year pairs in the Commitment to Equity database, indirect taxes account for
56% of all revenues from taxes. This is still looking just at the administrative figures or budget figures, fiscal year in and fiscal year out for the 70 or so countries that are in the Commitment to Equity database archive. In 15 country year pairs with lower levels of income, so the second bullet point, indirect taxes actually account for 60%, so a little bit more of all revenues from taxes. And if we're just looking at the taxes that we can allocate to individuals in the microdata, so household budget surveys or income and expenditure surveys, if we just look at what we've been able to allocate to two households in the microdata, indeed, there are two, VAT and excise alone. So putting aside customs duties and other indirect taxes, VAT and excise duties alone account for 60% of all of the taxes that we can allocate to individuals in CEQ assessments or fiscal incidence analyses. So clearly the reliance on indirect taxes is comprehensive, or that is to say there is no one country in our database that doesn't replenish a significant portion of revenues, public revenues, year in and year out via indirect taxes. Other salient, I guess, differences between indirect and direct taxes, or other salient characteristics of indirect taxes, some of which were just mentioned by Czech, are that indirect taxes are mechanically regressive. And I'll explain what I mean by that in a minute. And of course, as taxes, the best that taxes can do is to leave poverty untouched. Again, in all of this sort of country case studies that we've been able to assemble, there is no one single country case where the poverty rate doesn't increase as a result of indirect taxes. So even the most remote and subsistence-based individuals and households are still affected by indirect taxes. In Uganda, the moment, or the case study, the anecdotal evidence that sticks out in my mind is in Uganda, cell phone minutes are subject to excise tax. And so even the most remote and subsistence farming individuals and households are nonetheless affected by excise taxes via purchasing of cell phone minutes, which of course aren't available in informal markets, and there are no informal producers of cell phone minutes in Uganda. That's doubly significant when you realize that Uganda is one place where they've spent a lot of effort, the public authorities have spent a lot of effort trying to reduce the unbanked population, those shut out of financial markets via the establishment of mobile banking networks. But of course, in order to access mobile banking networks, you need a mobile phone, and your mobile phone won't be able to access the mobile banking network without you purchasing data minutes or minutes, cell phone minutes, to be able to access that mobile banking network through your mobile phone. So in all cases that we are aware of, indirect taxes do in fact increase poverty. There are plenty of cases where direct taxes do not increase poverty because the threshold for example, income tax payments is set above the poverty line. But for indirect taxes, it's not the case. And I'll speak briefly about why that is so in just a minute. Indirect taxes are mechanically regressive in the following sense. In a cross-section, in every single cross-section that we look at, the marginal propensity to consume out of income falls as income rises, which means that consumption expenditures as a share of income is higher for those with less income. Therefore, a uniformly effective indirect tax, even though it will be neutral with respect to consumption expenditures, will be regressive with respect to income because of the previous bullet point, that the marginal propensity to consume actually falls as income rises. Nonetheless, in application and via exemptions, preferential rates, and informality in both production and point of sale,
sometimes indirect taxes can reduce inequality. So here's a look at the incidence of VAT systems in Tanzania, Ghana, Kenya, Uganda, and Benin in various years. The incidence showing the percent, total VAT payments per decile, per pre-fiscal income decile, as a percent of income in that decile. And in fact, all of these country case studies, with the exception of perhaps Ghana, there is more paid. The amounts paid by the very richest deciles in VAT are actually a greater share of their pre-fiscal income, including pre-VAT income. Sorry, that pre-fiscal income refers to income even before VAT is removed. In all cases, except for perhaps Ghana, the amount paid by the very richest decile as a percent of their income is actually greater than the amounts paid by the very poorest deciles. Now we're talking about differences of perhaps a percentage point, and it's not clear whether measurements in, for example, income, but also in consumption expenditures and units of consumption might have something to do with the progressivity, the very mild progressivity of VAT in these 5 countries in these 5 fiscal years. So we're not talking about very big differences in VAT amounts paid, but nonetheless, there are fiscal systems where the exemptions and preferential rates built into the indirect tax system do, in some sense, protect poorer households from undue burdens of indirect taxes. Nonetheless, even though that's a possibility, even though it's not the case that indirect taxes are everywhere regressive, nonetheless, trying to redistribute income or trying to deliver more consumable income to poorer deciles, to poorer individuals, via exemptions or preferential rates in the VAT system or in excise taxes is a bad way, is an inefficient way to deliver resources to, for example, the bottom 10% or the bottom quintile, or even the bottom half, the bottom 50% of the population. The next 3 slides show for 6 different countries a comparison, again, of a bi-decile comparison of, in the top panel, VAT expenditure. So that is the amount that the government, the fiscal authority, foregoes via the creation of exemptions, exempt goods, preferential rates. That is, some goods are not taxed via the value-added tax system as rates that are as high as, at rates that are as high as some of the other goods in the VAT system. The top panel shows VAT expenditures from the point of view of the fiscal system, and the bottom panel shows, for the same country and for the same year, the amount of cash received via the cash transfer system or the social assistance system by those same deciles. So it's a comparison, in other words, of the benefits accruing to deciles 1 through 10 in each of these countries via VAT expenditures or preferential rates and exemptions versus the benefits received via the cash transfer or social assistance system. And in every country, the countries on this slide are Ethiopia and Ghana, but in every single country that we look at, the amount of cash, the concentration of cash transfers received by the bottom decile or the bottom 20% is everywhere greater than the amount or the magnitude of benefits received via exemptions or special rates in the VAT system. So in Ethiopia, for example, the amount of cash received via VAT expenditures or exemptions and special rates by the bottom decile is near 0. Whereas the amount of cash received via the cash transfer system by the bottom decile in Ethiopia is somewhere in between 0 and 0.5 and 0.75%. Likewise, in Ghana, the pattern is the same. The amount of cash received by the bottom decile via VAT expenditures is very low.
and relative to income or relative to consumption, perhaps a bit higher, but nonetheless, the concentration of VAT expenditures in the bottom decile is very low, whereas the concentration of cash transfers is very high. Same patterns in Senegal and Sri Lanka. And the same pattern shows up as well in Uzbekistan and Zambia. So the point of these 3 slides was to indicate not so much that you cannot and should not use the VAT system to try and redistribute income, but rather that the government or governments and fiscal systems have more effective instruments that can be effectively targeted to those truly in need, and that pursuing redistribution through, for example, VAT exemptions or preferential rates is a very expensive way of redistributing income. So to deliver 1% of consumption expenditures to the bottom decile, the fiscal system has to spend on the order of 4% in VAT expenditures for the very richest decile, or for the on the order of 20% or so of the income in the top half of the population, or the top half. 50% of consumption expenditure, of the value of consumption expenditures in the top half of the population, in order to deliver benefits to the bottom half of the population. So exemptions and special rates are inefficient for leaving more consumable income in the hands of poor and vulnerable individuals. There are uses, though, of indirect taxes that may be more progressive in the long term than they seem in the short term. So when indirect taxes target behaviors with high costs, either private or social costs, the longer term distributional impacts of those same taxes may look better than the immediate short-term losses in consumption or purchasing power. And this is, I think, what Mario will be talking about in more detail in the next set of in the next presentation. The empirical findings, this is work that my colleagues at the World Bank, Alan Fuchs, and co-authors have done over the course of the last 5 to 6 to 7 years, and I'll list all of the studies in a minute. This is work that my colleagues have done that I'm just presenting the sort of summary from, but we now have, again, across a set of countries, sort of empirical regularities that are showing up again and again when we look more carefully at excise taxes on tobacco, on alcohol, on sugary beverages, that there are ways to imagine what the longer term distributional impacts may be and how those differ from the shorter term or the immediate impacts on purchasing power. So the empirical findings suggest that there are progressive and welfare improving effects of increasing taxes, excise taxes in this case, on tobacco, sweet and sugary beverages, and alcohol. So the extent this goes beyond the analysis that demonstrates these sort of empirical regularities, goes beyond a simple fiscal incidence accounting and incorporates some behavioral changes or behavioral responses that are, again, based on empirical data within the existing sort of cross-section available in the microdata, in the household budget surveys or income and expenditure surveys, but nonetheless have sort of theoretical assumptions about price response behavior to these excise taxes built in. So the extended cost-benefit analysis incorporates the responses of individuals to increasing prices of tobacco, alcohol, and sugary or sweet beverages, as well as it incorporates the impacts, the longer-term ameliorating impacts of a reduction in medical expenses plus an increase a reduction in years of working life lost, or an increase in years of working life that together improve the income situation in the longer term, again, of households and individuals who are affected by these excise taxes. So in the short term, poor households are allocating larger budget shares for tobacco, for alcohol, for sweet and sugary beverages, so that taxation on those items may seem regressive for the very same reason that indirect taxes overall are sort of mechanically regressive, or for an analogous reason anyway. But higher taxes and high prices in general discourage use of those very same products
which leads to, in the longer term, reduction in medical expenses and an increase in years of working life, which together improve the income situation of households and individuals affected by those taxes. So in Chile, here are the results from Chile. Again, these results are shown by decile, with the poorest decile on the left-hand side and the richest decile in Chile on the right-hand side. And then finally, across the entire distribution, the final column way on the right-hand side is the impacts across the entire distribution. And what's notable is that the lightly shaded blue bar, the light blue bars, columns extending into the negative space along the y-axis are the sort of immediate impact or the overnight impact of higher prices on tobacco or alcohol or sugary and sweet beverages. Pardon me, in this case in Chile, it's just tobacco. So overnight increases in the price of tobacco, which before households and individuals have a chance to react, mean an increase in expenditure on tobacco in the short term, and therefore a decrease in expenditure on everything else, or a reduction in purchasing power. The darker blue bars plus the gray bars and the green bars represent the longer term reactions, or the longer term responses to both the price of tobacco in terms of an increase in tobacco expenditure, but as well the sort of behavioral, the human capital responses to a reduction in tobacco consumption. So the gray bars represent lower medical expenses, and the green bars a rise in labor income via more life years of labor contributed, such that the longer term positive impacts outweigh to a large extent the longer term negative impacts in increases in tobacco expenditure. And that's especially true for poorer deciles and individuals who are poorer and spending to begin with a larger share of their budgets on tobacco to begin with, and suffer more frequently from tobacco-related illnesses and loss of working days or working hours due to poor physical and health status. So these are the links to the papers that demonstrate these findings, these sorts of findings in all sorts of countries around the world, all sorts of income levels, all sorts of cultural and social settings, et cetera, et cetera. So Indonesia, Bosnia and Herzegovina, Russia, Bangladesh, Ukraine, Vietnam, and Chile as well. So the empirical regularities that I've just gone over in very brief detail suggest that indirect taxes are indeed a popular and significant source of revenues, and that's not changing anytime soon. Much like subsidy expenditure, trying or attempting a redistribution of resources via indirect taxes expenditures is inefficient, or at the very least involves significant opportunity costs. The fiscal system would have to spend quite a bit in the form of tax expenditures in order to achieve a significant delivery of benefits to lower income individuals, and reducing poverty via indirect taxes is of course a non-starter. Nonetheless, there are longer term improvements in human capital and incomes via behavioral changes that can be expected when indirect taxes are thoughtfully applied to activities with high private and or social costs. All of which suggests, at least to me anyway, that the conversation that we should be having is not so much whether indirect taxes should be applied, or what rates of indirect taxes are appropriate for protecting poor and vulnerable households from further impoverishment, but rather how to put in place an indirect tax system and schedule that doesn't necessarily protect poor and vulnerable households, but that is more efficient for supplying or for generating the sorts of expenditures, for funding the sorts of expenditures that can be targeted to poor and vulnerable households most in need. I will stop there and hand it back.
Merci beaucoup, John, de nous avoir présenté ces résultats qui sont très intéressants et qui posent la plupart des questions qu'on a déjà en tête quand on réfléchit aux impacts socio-économiques de la fiscalité indirecte. Alors, Luther, bienvenue, et je te passe la parole pour nous parler de la coordination fiscale relative aux droits d'assises dans une zone d'intégration régionale. Luther. Alors, Anne-Marie, bonsoir. Vous m'écoutez? Bonsoir, on t'écoute parfaitement. Bonsoir à tout le monde. Comme l'a rappelé tout à l'heure Anne-Marie, il s'agira de mon intervention de vous faire le point succinctement, de voir comment est coordonnée la fiscalité en zone CEMAC s'agissant des droits d'accise. Dans un premier temps, il faut rappeler que la coordination fiscale est l'un des moyens permettant l'établissement et le bon fonctionnement fiscal d'un marché commun aux différents États membres de la communauté, grâce effectivement à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Dans ce domaine, bien entendu, les objectifs sont ambitieux et consistent à éliminer les obstacles fiscaux à la concurrence de manière à permettre l'établissement sur l'ensemble du territoire de la communauté des marchés uniques qui fonctionnent dans les mêmes conditions que celles qui président le fonctionnement des marchés nationaux. Ils traduisent ces objectifs par la volonté clairement affirmée d'éliminer les discriminations et les distorsions qui affectent la concurrence. S'agissant des distorsions, il convient d'indiquer que ces distorsions, donc ces discriminations dans la concurrence se remarquent lorsque l'impôt est organisé dans le but de fausser la concurrence entre les produits provenant d'États différents en favorisant les contribuables aux produits d'origine nationale et ou en pénalisant les contribuables aux produits d'origine étrangère. À ce moment-là, la fiscalité joue le même rôle que les droits de douane qui généralement sont présentés comme un instrument de protection de l'économie nationale contre la concurrence étrangère. S'agissant des distorsions dans la concurrence, elles s'entendent de toutes les perturbations de la concurrence provoquées par diverses méthodes. Elles doivent être éliminées parce que contraires à l'existence ou au bon fonctionnement du marché commun. Ainsi, il y a distorsion fiscale dès lors qu'une disposition relative à l'impôt provoque des effets perturbateurs de la concurrence. Ces distorsions peuvent provenir des disparités de la position fiscale ou des taux ou des impôts de même nature. Dès lors, tout écart de taux en la matière est de nature à perturber les courants d'échange à l'intérieur d'une même communauté. De même, la répartition inégale de la charge fiscale globale entre les différents types de prélèvements obligatoires peut être de nature à fausser les conditions de concurrence entre les entreprises d'État, les entreprises d'États membres différents. Ça, c'est de manière générale. Alors, quelle est la situation dans l'espace CEMAC? Dans l'espace CEMAC, de l'UDIAC à la CEMAC, les États membres de cette communauté ont clairement affiché
leur volonté de parvenir à une coordination de leur politique fiscale. Ainsi, conformément au traité de la CEMAC, la commission de la CEMAC est chargée d'élaborer et de proposer des projets d'actes communautaires nécessaires à la mise en œuvre du programme de coordination des politiques fiscales au sein de la communauté. S'agissant des impôts indirects, ce sont ces impôts qui sont de nature, justement, à perturber le plus gravement les conditions de la concurrence. C'est pourquoi, très tôt, l'accent a été mis sur la priorité de coordonner, d'harmoniser les taxes sur le chiffre d'affaires, de manière à supprimer tout risque de pénalisation des importations et des subventions directes aux exportations. Ainsi, dans la CEMAC, on a eu tout tour à tour la taxe unique, les taxes de chiffre d'affaires, la TVA et les droits d'accise. Aujourd'hui, plus que par le passé, l'assistance technique en matière de modélisation de la fiscalité indirecte s'est avérée être la plus urgente pour les autorités de la CEMAC, dans la mesure où elle vise le renforcement de la TVA et les droits d'accise en réduisant les régimes d'exonération et en élargissant la base imposable des droits d'accise. En effet, dans l'espace CEMAC, les droits d'accise étaient généralement 4 valorem et ne portaient que sur une liste restreinte de biens, ce qui représentait un potentiel fiscal qui existait, qui était réel, mais qui devait être mobilisé afin d'améliorer l'équité de la fiscalité indirecte globale, entendue comme accise et TVA, puisque les accises auraient vocation à frapper les biens consommés par les ménages les plus riches. Alors, comment s'est effectuée cette coordination dans l'espace CEMAC? La situation avant la réforme de 2019. Avant 2019, il y avait deux textes. La directive de 1999 qui a été révisée en 2011. Dans ces deux textes, les assises étaient régies par la même directive que la TVA. Donc, ils formaient un même texte. L'évolution entre 1999 et 2011 montre un élargissement important de cette taxe en multipliant le nombre de biens concernés. Ainsi donc, les droits d'accise appliqués par les États membres demeurent essentiellement ad valorem. Le taux d'accise ad valorem était compris dans ces textes entre 0 et 25% de la valeur hors TVA du bien. Dans la directive, il était précisé que les tabacs, les boissons, les appareils utilisés pour les jeux de hasard et le divertissement, les communications par satellite, exception faite du téléphone fixe, sont obligatoirement sujets à un droit d'accise. D'autres biens listés dans cette annexe, comme les parfums, les cotons, les tissus, les bijoux, les voitures de tourisme ou les armes, étaient taxés à la discrétion de chaque pays membre, donc échappaient à la coordination régionale. Il faut également préciser que la directive de 2011 a introduit une notion importante, la possibilité d'instaurer des droits d'accise spécifiques dont le montant était malheureusement encore la pression de chaque État membre. Donc, en termes de coordination régionale, le principe
mais chaque pays fixe le taux en ce qui concerne les lois d'accise spécifiques. Malgré cette ouverture, il a été noté que la plupart des États de la CEMAC appliquaient le taux maximum autorisé qui était de 25%. Alors, ce taux maximal de 25% applicable aux boissons alcoolisées et au tabac était jugé faible dans la zone CEMAC en comparaison avec une zone comme le mois où ce taux maximal était de 45% et de 50% applicables respectivement sur les tabacs et les boissons alcoolisées. Donc, en numéro, le taux était de 35%, pour les tabacs et les boissons alcoolisées, il était de 30%. Dans la CEMAC, le taux était de 5%. Une augmentation du taux de ces assises relatives au tabac et à l'alcool pouvait être envisagée dans l'espace CEMAC. De même, l'application d'un système mixte, c'est-à-dire ad valorem et spécifique, présente un avantage car il permet d'éviter en partie les inconvénients de chacun de ces systèmes pris à part. Par exemple, s'agissant de la taxe ad valorem, il a été noté par les partenaires qui nous accompagnent que ce système exposait le trésor public à un risque de sous-évaluation, en particulier en raison de la faiblesse d'administration de l'impôt dans nos États. Quant à la taxe spécifique, son efficacité se voit limitée en termes de recettes érodées par l'inflation et devrait par conséquent être constamment revue, ce qui impose, pour le comprendre aisément, un certain fardeau de constante révision. Chaque fois qu'il y a inflation, il faut ajuster le taux au nouveau prix. Donc, chaque fois, il fallait revoir les directives pour les améliorer. C'est pourquoi plusieurs pays dans le monde ont choisi d'appliquer des systèmes mixtes. C'est le cas en Amérique latine, du Salvador, en Afrique de l'Est également, et même au Cameroun, qui dans la CEMAC a été le premier pays à instaurer les deux systèmes. Une assise pour les cigarettes s'établissant au maximum entre une taxe ad valorem de 25%, le taux légal régional, et annexée à une taxe spécifique de 2600 francs CFA par 1000 cigarettes. Donc, il y avait cohabitation et la taxe ad valorem au taux de 25% et la taxe spécifique au taux de 2600 francs CFA par 1000 cigarettes. Vous avez compris qu'à ce moment-là, une réforme de la taxation des assises en zone CEMAC s'imposait afin de fournir aux États membres la latitude dont ils avaient besoin pour générer davantage de revenus de leurs assises. Alors, concernant donc l'objectif de mobiliser davantage de recettes, trois options se présentaient à la CEMAC. La première, élargir la liste des biens obligatoirement soumis à des assises. La deuxième, relever les taux minimum et maximum applicables sur un ou plusieurs produits. Et troisièmement, instaurer un système mixte pour la taxation des assises. C'est ce qui s'est fait depuis 2019, parce qu'en 2019, la directive portant harmonisation de la TVA et les droits d'accise a été révisée, faisant suite à un travail d'analyse juridique et économique mené en 2017 et 2018 par la commission de la CEMAC, assistée par le Fonds
monétaire international. Ces travaux ont été présentés pour la première fois au cours d'un atelier tenu à Libreville du 20 au 23 mars 2018 et qui regroupait naturellement les représentants des impôts et des douanes des États membres de la CEMAC. À l'issue de ces travaux, il a été retenu que la directive révisée se concentre sur 3 types de produits obligatoirement soumis à un droit d'accise. Ce sont les tabacs, les boissons alcoolisées et les véhicules de tourisme. Pourquoi ce choix? Eh bien, il s'explique simplement parce que la consommation de ces biens entraîne des externalités négatives indiscutables et soulève divers problèmes de santé publique. Le premier intervenant a tout à l'heure expliqué que c'est également un besoin pour l'OMS de limiter la consommation des produits dits dangereux tels que les tabacs et les alcools. En ce qui concerne les autres biens listés en 2011, leur taxation demeure optionnelle et conditionnelle au respect de certains points généraux, notamment la non-discrimination et la non-taxation des intrants. C'est pourquoi la révision du champ de la directive communautaire en 2019 a aussi été l'occasion de la moderniser et la rendre plus efficace en suivant les recommandations suivantes de l'article de Libreville. Premièrement, les droits d'accise étant indépendants de la taxe sur le chiffre d'affaires, de la taxe sur la valeur ajoutée, il était apparu nécessaire de séparer les deux directives et en faire une directive distincte en matière de droit d'accise, ce qui permet notamment d'augmenter la transparence du cadre de coordination de cet impôt et de clarifier les spécificités des droits d'accise en matière de base d'imposition, de faits générateurs et de leur éligibilité. Deuxième recommandation, afin d'assurer une compréhension et application homogène, les biens ou services assujettis à un droit d'accise ont été définis aussi précisément que possible et l'usage de la classification SH en matière douanière a été maintenu. Troisième recommandation, seuls des biens ou des services de consommation finale devraient être concernés par les droits d'accise. Les biens intermédiaires, notamment les intrants, ne pourront pas être taxés au titre des droits d'accise. Et la raison est simple, la TVA payée en amont est déductible à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas des droits d'accise. 4 recommandations. La base taxable précise devrait préciser la majoration systématique des valeurs des importations par les droits de douane. 5e recommandation, un principe général de non-discrimination entre les importations et la production nationale devrait être clairement mentionné, de sorte que aucun abattement, ni de taux, ni d'assiette, n'est autorisé par la directive. Aucune discrimination de taux ou de calcul de l'assiette entre biens importés ou produits localement n'est autorisée. 6e recommandation, seul un taux minimum est nécessaire pour éviter la concurrence fiscale et non un taux plafond. Ainsi, il a été retenu un taux ad valorem minimum pour les biens obligatoires, laissant la liberté aux États membres d'y associer une taxation spécifique. C'est ainsi qu'à ce jour,
Les taux ad valorem en droit d'accise sont fixés comme suit, auxquels peuvent être associés des taux spécifiques. Petit A, les tabacs. De 25%, on est passé à 30%. Les boissons alcoolisées, cidre et bière, 25%. Vin champagne, 25%. Spiritueux, 25%. Autres boissons alcoolisées, 25%. Entendu que pour cette catégorie de biens, il revenait à chaque État membre d'en fixer les taux dans l'ancienne directive. Véhicules automobiles, 12,5%. C'est bien également dans l'ancienne directive qui était laissé à l'appréciation de chaque État membre. Enfin, les motocycles sont imposables au taux de 12,5%. Voilà comment la taxation des droits d'accise a évolué dans la CEMAC de 1999 à 2019 dans le souci, bien évident, de mobiliser plus de recettes fiscales et aussi de répondre aux objectifs de l'OMS visant à lutter contre la consommation excessive des tabacs et des boissons alcoolisées. Voilà ce petit résumé pour lequel je vous remercie. Merci Luther de nous avoir présenté cette expérience de la réforme de la fiscalité des droits d'accise dans le cadre de la CEMAC avec en filigrane le besoin de coordination dans une zone d'intégration régionale. Donc je crois qu'on a bien compris les problématiques et les solutions que vous avez trouvées dans le cadre de la CEMAC. Peut-être, étant donné que l'heure tourne et qu'on est un peu pris par le temps, peut-être qu'on peut passer directement à la présentation suivante. Donc, après avoir beaucoup parlé des effets sur l'équité, ça sera bien d'écouter maintenant Mario Mansour qui va nous parler des effets sur les modifications du comportement qu'on attend de l'application de certains droits d'accise. Donc, Mario, je te laisse la parole pour nous parler des droits d'accise et de la lutte contre l'obésité. Merci beaucoup. Merci Anne-Marie, bonjour à tous et merci encore une fois pour cette invitation sur un sujet extrêmement important. Je crois que les trois interventions, l'introduction par Chic et la présentation de John et la coordination dans la CEMAC montrent clairement qu'il y a un intérêt croissant dans les droits d'accise de toutes sortes pour tout objectif et que cet intérêt n'est pas encore bien cadré dans la fiscalité générale. C'est-à-dire que on voit par exemple en Afrique en même temps un intérêt important dans ces taxes et une détérioration de la TVA à travers des exonérations, des taux multiples, etc. Donc, je parle durant cette présentation que je vais faire pas beaucoup sur les effets socio-économiques, mais plus sur l'expérience de l'utilisation des accises sur les boissons sucrées. Donc, je vais faire ma présentation en anglais. Elle est largement basée sur un travail qu'on a fait récemment sur l'utilisation de ces outils fiscaux pour aider les pays membres du FMI à, comment je dirais, cadrer un petit peu ces taxes dans un contexte fiscal général. Et donc, tout ce que je vais dire ici se retrouve dans cette note. Je dois dire qu'il y a une littérature très, très croissante dans ce domaine, très riche. Mais malheureusement, elle est surtout disponible pour les pays à haut revenu. Donc, il y a très peu de littérature dans les pays à revenu moyen, revenu faible. Donc, si vous me permettez, je vais, vu que la présentation en anglais, Anne-Marie, je vais continuer en anglais, juste pour être cohérent avec ma présentation et ne pas perdre le fil de ma réflexion. Et on pourra échanger dans les deux langues après. This literature is that obesity is a long-term issue. It's the accumulation of habits over time
rather than, having a good dinner once in a while with excessive drinking and eating. So, for example, 100 to 200 calories a day can lead to about half a kilo a month in overweight. And if you keep those habits consistently, well, you quickly gain weight to be in obesity territories. The other interesting lesson is there's a lot of not very well understood dynamics of how people accumulate calories over time. But one thing that is clear is that about half of it comes from sugar-sweetened beverages. And that's, cause enough for us tax economists to think about, well, can this half be dealt with at least partially through excise taxes? The third lesson that we took from this review is that while the impact of prices on of taxes on prices is clear, and there is high elasticities of response to increases in taxes, going through the linkages to caloric intake after is not so obvious. So I think this is the channel that we need to explore a bit more to understand whether actually having this single excise has actually an impact on caloric intake, because the objective, if we're talking about health objectives and not revenue objective, obviously is to get to this response. So some figures on the response on the price elasticities, they are indeed high. Most of these evidence is, as I said earlier, for high income countries. And they vary across countries. There's a range of elasticities from as low as minus 0.3, 0.4 to as high as minus 1.4. So there is quite a bit of response to this increase in taxes. But as I said earlier, to go from here to the caloric intake is a bit of a hard sell, I think, at this stage of empirical evidence. So there must be more work on this, and there must be more work, country-specific work, because as we all know, dietary habits, drinking habits, food habits are cultural phenomena. They very much depend on how people behave in society, together at home, and we cannot presume that if a tax works in New York State on large Coca-Cola bottles, that it's going to work the same way in African countries, for example. So how about the revenue potential? It's dismal. It's very, very small. There is more now on the revenue potential that's also, sorry, the revenue, not potential, but revenue collections. Potential is a bit different, but revenue collection also published on the World Health Organization's website. We did our own review a few years back, and there are examples of a fairly high revenue intake, 0.16% of GDP, for example, in Rwanda, Cambodia, 0.10 in Mexico. But typically those taxes are so tiny in the majority of countries that they rarely collect more than 0.05% of GDP. And often the revenues cannot be are not accounted separately. So in most European countries, for example, these revenues are accounted together with other excises, sometimes on coffee, other food items, etc., that we don't, I think, have a perfect clarity on actual revenues. And so one thing to note here, and precisely because the substitution effects are a lot more important given the variety of sugar-sweetened beverages, the revenue intake is significantly less than tobacco, for example, which is worldwide about 2% of GDP. So one other reason for these taxes that have been raised in the literature, and particularly by those who are in favor of these taxes for health reasons, is what we call
the externalities, the never-ending issue of how to address externalities through taxation, and in this particular case, internalities or time inconsistency issues. I will explain a bit more what this means. For externalities, it's mainly through the health system. So if I consume sweet beverages, I don't bother my neighbor or those sitting across the table from me. Mostly I am the only one affected by this. But if my health deteriorates over time and I need to rely on the health system to treat my obesity, well, then there is an externality because the health system is funded by others too, and not by myself through taxation. It's fundamentally different, of course, if the health system is totally private and there is no pay as you earn or as you go system of contribution to health levies. So again, this stresses the importance of looking at these issues at the country level rather than generalizing what externalities mean for the design of these taxes. Now, the internalities are a little bit different, and that's basically expresses the usually observed fact that people, particularly young individuals, tend not to worry about the long-term consequences of dietary habits for themselves, not for others. And so if I'm young and healthy, well, I can indulge a lot more in these issues for decades before I actually think about the health implications. So taxes could help actually deal with this time inconsistency by encouraging people not to overdo it. So with all this, and again, this is really partial in terms of issues I covered. The note has a bit more. John and Sheikh also presented a broader perspective on excise taxes with some issues that apply for sugar sweetened beverages. But our conclusion in this how-to note is that there is a case for these taxes, but it's rather weak. It's not crystal clear that these taxes should be very prominent in an indirect tax system, and that even if they are used, the elasticities and the substitution effects particularly, which is not very well understood, means that you really cannot apply very high taxes, certainly not at the level that we observe for tobacco and fuel products, where elasticities are much, much lower than in this case. And so, yes, good to have them at moderate rates. Objectives matter, so you want to think about whether you want to regulate, for example, the size of available products. In some countries, the tax is designed really to reduce big sizes, 2 liters, 1 liter, or even half a liter, and tax less smaller sizes. Does this help? I think it's too early to say. We don't have enough data to study these issues. There's also the issue of ad valorem versus specific. Do you want to put the emphasis, for example, on value to target high margin products? For example, energy drinks are very expensive, mostly sold in rich countries or in low-income countries, but consumed by high-income population. So it's worth considering, both specific and ad valorem rates when you design these taxes. Let me stop here. I have at the end of the presentation just some selected references which could be helpful. But there is, as I said, tons on elasticities. I think we went through no less than about 100 studies in high-income countries. So there's quite a bit, and not all of it in the economic literature. Obviously, in the health literature, the medical literature, there's a lot more on these issues than in the economic literature. So I'll stop here, and I'd be happy to entertain questions now or later. Back to you, Anne-Marie.
Merci d'avoir fait le point sur cette fiscalité très spécifique et très à la mode, puisqu'on en parle de plus en plus, comme tu l'as mentionné, et on comprend mieux maintenant toutes les difficultés et tous les champs qui restent encore à creuser pour essayer d'y voir plus clair. Alors là, on quitte un petit peu la fiscalité comportementale, pardon, pour reprendre la question de l'équité. C'est vrai qu'on a compris que les taxes indirectes étaient par nature régressives et qu'on avait tendance à essayer d'appliquer des exonérations ou des taux réduits pour essayer d'améliorer l'impact de ces taxes sur l'équité. Là, Émilie va nous parler des exonérations de TVA et équité et va aller un petit peu plus loin dans un cas précis puisqu'elle nous présentera le cas de la Guinée de manière à donner un petit peu plus de détails, d'aller un peu plus profond dans l'analyse de cet impact. Émilie, à toi la parole. Merci Anne-Marie. Je vais attendre que Fabienne partage. Voilà, merci beaucoup Fabienne. Oui, effectivement, donc comme Anne-Marie, bonjour à tous, comme Anne-Marie le disait, donc je vais vous faire une brève présentation donc, sur l'appréciation de l'effet redistributif des dépenses fiscales en matière de TVA, en me basant en particulier sur l'exemple de la Guinée que la FERDI a appuyé dans la rédaction du rapport d'évaluation des dépenses fiscales pour l'année 2019 et qui comprenait du coup une analyse de l'équité des exonérations de TVA. Donc, c'est une présentation un peu sur un petit point sur la méthodologie et finalement l'impact que peut avoir la méthodologie d'appréciation de l'effet redistributif sur les conclusions. Donc, comme ça a été rappelé, donc je ne m'attarde pas, d'autant qu'on est un peu pressé par le temps, hein, mais la TVA est un outil principal de fiscalité intérieure. Elle a fortement participé à la transition fiscale de première génération. Donc, elle est importante dans un contexte où la mobilisation des ressources reste largement insuffisante dans les pays en développement. Donc, ça a été dit, c'est un impôt qui est moderne, rentable, qui est neutre vis-à-vis de la production des entreprises, voilà, qui a beaucoup d'atouts. Mais néanmoins, les systèmes de TVA dans les pays en développement ne sont pas toujours efficients pour deux raisons principales. La première, c'est donc la question fondamentale des remboursements de crédits de TVA qui mettent en péril sa neutralité, mais aussi sa pérennité, hein, puisque ces exonérations de TVA tendent à… le problème de remboursement de crédits de TVA incite à des demandes d'exonération de la part d'entreprises qui sont créditrices. Et une autre raison qui est invoquée à la perte d'efficience de ces systèmes, c'est la recherche d'un objectif additionnel qui est souvent assigné à la TVA, à savoir l'objectif d'équité qui finalement donne lieu à des exonérations ou à des taux réduits. Je disais simplement que donc, cette recherche merci beaucoup Fabienne, de l'objectif d'équité tend à donner lieu donc à des exonérations ou des taux de réduit de TVA et donc à s'éloigner de l'application de la TVA sur la consommation finale de l'ensemble des ménages avec un taux modéré et un champ d'application large. Donc là, tu peux passer la slide suivante. J'essaye. Alors, je peux quand même commencer. Désolée, mais non, y a pas de… ça ne veut pas. Ah, c'est voilà. Bon. Alors, puisque ça réduit les performances de la TVA et sans forcément remettre en cause le bien fondé de ces exonérations, il apparaît absolument indispensable d'analyser plus systématiquement l'impact de ces mesures sur l'objectif qui est visé, à savoir la réduction des inégalités. Donc, comme l'objectif est donc l'objectif d'équité, il s'agit finalement de déterminer si les ménages les plus pauvres profitent effectivement davantage des dépenses fiscales qui sont accordées. Donc, si compte tenu de la structure de consommation des biens et services dans les pays concernés, les dépenses fiscales de TVA sont effectivement ciblées sur les ménages les plus pauvres. Et j'ai envie de rajouter que face à l'engouement autour de la question de la rationalisation des dépenses fiscales de manière plus générale dans les pays en développement, cette démarche est absolument indispensable, hein, puisque évaluer simplement le coût des dépenses fiscales n'est pas suffisant. Il faut pouvoir mesurer l'efficience des dépenses fiscales et donc de mettre en parallèle le coût
et l'efficacité, donc l'atteinte des objectifs. Donc en cela, cette question paraît absolument essentielle. Tu peux passer, Fabienne. Je pense que j'aurai toujours un petit décalage, donc je te laisse continuer, je suis désolée. Non, il n'y a pas de problème. Pour que l'analyse des exonérations de TVA soit rendue possible, il est nécessaire d'avoir des données qui sont des données détaillées. Donc, généralement, on s'appuie sur des données d'enquête sur la consommation des ménages qui vont à la fois offrir une désagrégation très fine des biens et services, et également qui vont pouvoir nous donner des indications sur le niveau de richesse des ménages qui sont enquêtés. Donc, idéalement, ces données d'enquête doivent être les plus récentes possibles. Et en tout cas, il faut faire preuve toujours, dès lors qu'on utilise des données d'enquête, d'une grande rigueur. Hein, et notamment, il faut bien connaître la stratégie d'échantillonnage, avoir les poids d'échantillonnage, etc., pour pouvoir agréger les données et avoir des informations qui sont représentatives de la population dans son ensemble. Tout ça pour dire qu'on a un besoin de données important pour réaliser ce genre d'études et que, néanmoins, en l'absence de données d'enquête disponibles facilement et menées de manière rigoureuse, la Banque mondiale met à disposition une base de données qui s'appelle la Global Consumption Database, que nous avons d'ailleurs utilisée pour la Guinée. Donc, je vous présenterai dans quelques instants cette étude. Et donc, il existe déjà des bases qui donnent à la fois la désagrégation fine par biens et services et à la fois des informations sur le niveau de richesse des ménages. Ensuite, l'analyse peut être menée de manière relativement simple pour éviter d'avoir à faire des hypothèses, même s'il y a des limites à cette approche, mais on peut réaliser une analyse en considérant toutes choses égales par ailleurs, pour des raisons de simplicité, c'est-à-dire qu'on va considérer que le volume de la consommation des ménages et les prix hors taxe des biens et services vont être supposés constants. Et donc la seule composante qui va varier, c'est le montant de la TVA qui est payé sur les biens et services. Alors, l'étape suivante, c'est donc de combiner les données d'enquête avec la législation qui est en vigueur. Donc, on va avoir une préparation des étapes préalables à l'analyse de l'équité elle-même, c'est-à-dire qu'on va déterminer pour chaque bien consommé par les ménages s'il est exonéré de TVA, s'il est taxé à taux réduit ou à taux plein. Ensuite, donc, on va recalculer la consommation hors taxe pour chaque bien consommé par chaque ménage, puisqu'en général, les données fournies par les enquêtes ménages sont plutôt valorisées, toutes taxes comprises. Et ensuite, donc, on va pouvoir simuler la contribution théorique des consommateurs aux recettes de TVA selon différents scénarios, à savoir si on avait appliqué le taux standard national à l'ensemble de la consommation finale ou si au contraire on applique la politique d'exonération telle qu'elle est en vigueur dans le pays en question. Et donc on va pouvoir finalement comparer ou déduire le montant théorique des dépenses fiscales qui va correspondre à la différence entre le potentiel théorique de TVA, de recettes si on applique le taux de TVA à l'ensemble de la consommation, le taux de TVA standard, et le potentiel théorique quand on applique la politique d'exonération. Et donc, ce montant théorique des dépenses fiscales, on va être en mesure de l'observer pour chaque catégorie de ménages qui sont classés en fonction de leur niveau de richesse. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a aussi la question de l'autoconsommation qui doit être prise en compte, puisqu'on sait que l'autoconsommation peut être importante dans les pays en développement et la non prise en compte de l'autoconsommation peut finalement biaiser les résultats, d'autant que généralement les plus pauvres autoconsomment davantage. Donc, on risque d'avoir un biais dans les résultats et avoir des résultats qui paraissent plus équitables qu'ils ne le sont en réalité. Donc, Fabienne, tu peux passer ensuite. Donc, une fois qu'on a calculé donc, le montant des dépenses fiscales pour chaque consommateur, donc en fonction qu'on peut observer en fonction de son niveau de richesse, donc on va analyser l'effet sur l'équité. Donc, on se base généralement sur un indicateur relatif de richesse, donc en fonction de la distribution de richesse entre les ménages. Cet indicateur peut se baser sur le revenu, sur la consommation, ou parfois, on considère des fois plus pertinent d'utiliser un indicateur qui est basé sur la possession d'actifs par les ménages. Donc, en se basant donc, sur ces indicateurs de richesse,
On va donc étudier l'effet des politiques d'exonération sur les différentes catégories de revenus des individus qui sont donc classés selon le statut de richesse du ménage auquel ils appartiennent. Merci Fabienne. Donc, nous, dans les analyses qu'on a menées à la FERDI, en l'occurrence dans le cas de la Guinée, on a ensuite proposé une analyse qui est progressive parce qu'elle permet vraiment de bien comprendre les mécanismes et de comprendre l'effet pas à pas que peut avoir une exonération de TVA sur l'équité et donc sur la réduction ou non des inégalités. Donc, on peut déjà commencer par étudier la contribution théorique des groupes de consommateurs qui sont classés donc par niveau de richesse aux recettes de TVA. Donc, selon les différents scénarios, c'est-à-dire dans le cas où il y a absence d'exonération et dans le cas où on applique la politique d'exonération. Et là, du coup, généralement, l'analyse va tendre plutôt à montrer que si on rapporte par tête, et bien, la contribution par tête aux recettes de TVA, que ce soit avec ou sans les exonérations, elle va être une fonction croissante de la richesse des groupes de consommateurs, simplement parce que les consommateurs les plus riches consomment davantage par tête. On peut faire une analyse similaire qui est celle de la distribution des gains qui sont engendrés par les dépenses fiscales de TVA. Et là, pour les mêmes raisons, on va retrouver le même constat puisqu'on a une corrélation qui est positive entre le niveau de richesse, la consommation et donc les allègements de TVA. Donc, on va avoir une fonction croissante des gains vis-à-vis du niveau de richesse des ménages que l'on va considérer. Mais cette analyse n'est pas suffisante, et ça c'est vraiment le point important, pour finalement conclure sur l'équité des exonérations de TVA. Pour aller plus loin, il est absolument essentiel de rapporter les dépenses fiscales, les allègements fiscaux dont bénéficient les différents groupes de population à leur niveau de consommation respectif. Ce qu'il faut vérifier finalement, c'est que le gain que représentent les dépenses fiscales constitue une part plus importante de la consommation par tête des plus pauvres par rapport aux catégories les plus élevées. Il faut finalement que le gain relatif des dépenses fiscales en matière d'exonération de TVA soit une fonction décroissante du niveau de richesse. Et donc, dans ces cas-là, alors la politique d'exonération contribue effectivement à réduire les inégalités. Et un autre point qui nous semble important à la FERDI, c'est que la progressivité, alors je vous ai donné la méthodologie pour regarder en général, est-ce que la politique d'exonération à l'œuvre dans un pays contribue à réduire les inégalités. Mais c'est finalement pas suffisant. On peut en tout cas aller beaucoup plus loin si on étudie cette progressivité des dépenses fiscales produit par produit. Parce qu'en réalité, les résultats qui vont être observés d'une manière agrégée peuvent cacher des différences vraiment différentes d'un bien à un autre. Et on a pu le constater, et d'ailleurs d'un pays à un autre, les structures de consommation varient de manière importante. Et donc, il y a souvent une marge de manœuvre finalement pour améliorer l'équité des exonérations de dépenses fiscales si on fait cette étude produit par produit. Et finalement, on n'a même pas besoin de suivre toutes ces étapes. Une étude détaillée de la structure de consommation par catégorie d'individus selon leur niveau de revenu dans le pays considéré, c'est finalement suffisant pour guider, pour nous indiquer quel va être le degré d'équité des différentes catégories de dépenses fiscales qui sont soit à l'œuvre, soit envisagées, puisque c'est finalement cette structure de consommation entre les différents quintiles qui va déterminer dans quelle mesure les exonérations de TVA vont effectivement ou non contribuer à la réduction des inégalités. Alors, voilà, merci beaucoup Fabienne. Donc, comme je le disais, donc, juste en quelques minutes, 2-3 minutes, les résultats qu'on a obtenus en suivant cette méthodologie pour la Guinée. Donc, comme je vous le disais, on a utilisé la Global Consumption Database, qui est donc une base de données fournie par la Banque mondiale, par type de biens, mais aussi par segment de consommation en fonction de leur richesse. Oui, donc on a 106 produits qui sont ventilés en 4 segments de la population. Donc, segments de la population qui sont pour le coup définis par des seuils
en valeur absolue, de sorte que la base est comparable d'un pays à un autre. Et donc, on trouve quatre segments de population, très bas, bas, moyen et élevé. Donc, ce sont des seuils de revenus, donc, comme je le disais, en valeur absolue, par tête et par jour, qui permettent donc de distinguer les ménages selon leur niveau de richesse. C'est bon, Fabienne, merci. Donc, en Guinée, le segment très bas représente 83% de la population, le segment bas 16%, le segment moyen 1% de la population et le segment élevé n'est pas représenté. Donc, à partir de ces données, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre en relation avec la législation pour étudier finalement comment sont distribués les avantages fiscaux entre les différentes catégories. Alors, en Guinée, on a un peu plus de 10% des 106 produits qui sont exonérés, ça représente 19,5% de la consommation totale. Je ne reprends pas la méthodologie, hein. C'est bon, Fabienne. Donc, si on regarde de ce graphique, et donc là, ce graphique représente la contribution aux recettes de TVA en valeur absolue de chaque segment de la population, donc en fonction de leur niveau de richesse. Hein. Donc, vous voyez les deux premières barres, c'est pour le segment très bas. Ensuite, on a le segment moyen et ensuite, très bas, bas et ensuite le segment moyen. Donc, ce qu'on observe, c'est que la contribution respective des différents segments aux recettes en valeur absolue, elle s'explique essentiellement par en fait le poids hétérogène des différentes catégories dans la population totale. On remarque par exemple donc, que le segment des plus pauvres contribue à 53,32% au potentiel de recettes de TVA si on applique le taux standard et à 52,35% au potentiel de recettes avec exonération. Et donc, on voit déjà sur ce premier graphique que l'application des mesures dérogatoires permet d'atténuer un petit peu à la marge la répartition inégalitaire de la contribution aux recettes en fonction donc, de la richesse de la population. Mais à ce stade, hein, on est d'accord que tout ça dépend aussi de la représentation de chacun des segments. C'est bon, Fabien. Donc, une fois qu'on corrige par la taille de la population des différents segments, alors on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que la contribution par tête aux recettes de TVA est croissante tout simplement avec la richesse du ménage. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas suffisant pour conclure à l'inéquité des exonérations de TVA et on doit désormais rapporter les allègements fiscaux au niveau de consommation respectif des différents segments de population. Donc, merci Fabienne. Donc là, vous voyez sur ce tableau, on a le niveau de consommation par tête, donc pour chacun des segments, très bas, bas et moyen. Donc là, forcément, le niveau de consommation par tête est une fonction croissante de la richesse des ménages. Donc, mécaniquement, hein, il y a une corrélation entre les deux. Donc, les bénéfices par tête des exonérations, forcément, sont également une fonction croissante du niveau de richesse. Donc, on revient à la conclusion habituelle, hein, c'est-à-dire que les exonérations de TVA bénéficient davantage aux catégories de ménages qui sont les plus riches, puisque c'est elles qui consomment le plus. Mais néanmoins, quand on rapporte les bénéfices par tête par la consommation par tête des ménages, là, on se rend compte que le gain que représentent les dépenses fiscales par rapport aux revenus des consommateurs les plus pauvres est finalement plus important que ce qu'il ne l'est chez les catégories de ménages les plus riches. Donc, en valeur absolue, les segments les plus riches sont ceux qui bénéficient le plus par tête des exonérations, mais ce gain, il va représenter une plus faible part de leur consommation par tête, donc 0,02%, relativement aux ménages les plus pauvres, puisqu'on a près de 2%. Donc voilà, c'est ce que dit également ce graphique. Mais je vous propose de passer directement au graphique suivant. Merci Fabienne. Comme je le disais, ce qui est important, c'est de mener cette analyse de la progressivité des mesures, non pas de manière globale, mais par produit. Donc, on a la répartition des bénéfices par tête qui est rapportée à la consommation par tête selon les différents segments, mais ce par produit.
Et donc là, on peut voir par exemple sur ce graphique-là que les exonérations des céréales, du riz, des huiles et du poisson sont particulièrement progressives puisqu'elles bénéficient davantage aux plus pauvres qu'aux plus riches relativement à leur niveau de revenus, ou en tout cas estimé par leur niveau de consommation. Mais par contre, il apparaît très clairement, et ça c'est un résultat qu'on a trouvé dans bon nombre de pays, les exonérations de l'eau et l'électricité, par contre, semblent beaucoup moins progressives globalement et elles ne bénéficient pas aux ménages les plus pauvres. Donc, pour conclure, parce que j'ai été peut-être un petit peu longue sur les résultats, donc, pour la Guinée, donc on a globalement un impact positif finalement des dépenses fiscales en matière de TVA sur la consommation finale pour réduire les inégalités. Même si effectivement les bénéfices par tête sont toujours une fonction croissante du niveau de revenu. Et point important, c'est que la progressivité des exonérations, elle varie selon les produits. Et donc, on peut améliorer le système en ayant un ciblage plus pertinent des produits qui sont à exonérer. Donc, pour conclure d'une manière plus générale, la systématisation de ce genre d'études se heurte finalement à la fois la disponibilité des données et puis des compétences techniques pour réaliser ce genre d'analyse, alors qu'en réalité, elles peuvent être faites d'une manière très simple. Hein, c'est ce qu'on vient de présenter, c'est vraiment une méthodologie relativement accessible. Et une fois encore, c'est le slide d'après, Fabienne, merci. Une fois encore, c'est une démarche qui est tout à fait indispensable, notamment dans le cadre de la rationalisation des dépenses fiscales, hein, qui dans certains pays, a tendance à se limiter encore à l'heure actuelle à uniquement l'évaluation du coût des dépenses fiscales et non pas à l'évaluation de leur impact. Bon, je suis désolée si j'ai peut-être été un petit peu longue. Je rends la parole. Merci. Merci Émilie et de cet apport qui est tout à fait utile pour préciser et justement pour montrer l'importance de faire des études précises pour essayer de donner des voies pour rationaliser les dépenses fiscales en matière de TVA et pour essayer de modifier la politique fiscale de manière un peu plus éclairée. C'est le cas, par exemple, on parlait beaucoup, on a parlé pendant longtemps de cette fameuse tranche sociale d'eau et d'électricité, et ça a été une remarque qu'on a pu faire à la FERDI dans pas mal de pays quand on a fait ce genre d'études, c'est de constater que généralement, c'était des exonérations de TVA qui n'atteignaient pas l'objectif d'équité qui était leur objectif initial. Voilà, je crois qu'il y aurait encore beaucoup à dire sur tous ces sujets, mais on a déjà dépassé la durée qu'on avait prévue, puis Mario a dû nous quitter parce qu'il était pris par une autre... il avait d'autres obligations. Moi, ce que je voudrais, c'est remercier tous les gens qui ont participé, tous les panélistes d'abord, tous les gens qui ont présenté. Merci à vous d'avoir pu nourrir ces débats. On a conscience que c'est vraiment un sujet qui est important et sur lequel il y a encore beaucoup de réflexions à mener. Je vous remercie de votre participation et je vous propose de nous retrouver pour le prochain webinaire de la plateforme de la mobilisation, sur la mobilisation des ressources intérieures publiques françaises, qui sera vraisemblablement consacré à la fiscalité environnementale. Voilà, merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir.